Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité de ce début de semaine, elle va être dominée bien sûr par la conférence de presse de François Hollande. Ça sera demain vers 16h30 à peu près. Vous suivrez ça bien sûr sur BFM Business. Ça devrait durer pas loin de 2 heures. C'est une première pour le président de la République. À peine 6 mois après son arrivée. Et puis il y a cette rumeur qui ronfle, qui gonfle, même si elle est démentie. Tout part de Die Zeit et de Reuters vendredi. Visiblement, Wolfgang Schäuble aurait demandé aux plus hauts économistes de l'Allemagne de bien vouloir plancher sur un plan de redressement de l'économie française, partant du principe que visiblement on n'y arrive pas tout seul. Alors les 5 sages concernés ont très largement démenti cette information. Berlin n'a pas commenté l'information, mais il est clair qu'il y a aujourd'hui une inquiétude grandissante en Allemagne de la situation économique de la France, qui pousse d'ailleurs l'un de ses économistes, Lars Feld, à considérer que aujourd'hui le problème le plus sérieux de la zone euro n'est plus la Grèce, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas l'Italie, mais c'est bel et bien la France. Pour en parler, Henri Pijat, bonjour. Bonjour. Directeur de la lettre Ilissos, ancien patron de l'AFP et co-auteur de Dépasser les illusions d'un quinquennat à l'autre chez Ilissos Éditions. Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Il est actuaire, il est animateur du blog les-crise.fr et auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel. Et Thibault Langsat, bonjour Thibault. Bonjour Nicolas. Il est PDG d'Acoba. Acoba, c'est le premier opérateur alternatif de carte de paiement. Je vais vous donner, Thibault, 2 minutes pour expliquer ce qu'est un opérateur alternatif de carte de paiement, parce que je pense que dit comme ça, il n'y a que vous qui comprenez véritablement de quoi il s'agit. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Exactement. L'Union européenne a donné une possibilité d'ouvrir le marché bancaire, donc d'ouvrir le marché des moyens de paiement. Donc ce sont des acteurs qui sont en quelque sorte des banques light et qui proposent des solutions de paiement. Donc ce sont des banques MVNO un peu exactement, c'est à peu près dans cette même dynamique. Après l'énergie, les transports, eh bien, on voit apparaître dans la finance, dans le métier bancaire, de nouveaux opérateurs qui sont les établissements de paiement. Et on propose, nous, des solutions de paiement, c'est-à-dire des cartes de paiement, tout ce qui permet de faire la sortie de cash, donc des cartes de retrait, des cartes prépayées, des cartes de paiement à débit différé, et on propose ceci en marque blanche pour des sociétés qui le souhaitent, comme une collectivité locale territoriale de paiement utilisé au travers d'une carte. Alors, est-ce qu'il prend ce marché à la concurrence? Est-ce que ça prend? Parce que les marchés qui s'ouvrent à la concurrence et puis qui ne s'ouvrent jamais fondamentalement dans les faits, on en a vu. Enfin, moi, j'ai pas encore pris un train Deutsche Bahn pour aller à Marseille, si vous voulez. Donc, Alors, il prend. D'ailleurs, la France a un peu de retard puisqu'on a transposé des lois avec un peu de retard par rapport aux autres pays de la communauté européenne. Bon, c'est assez classique, mais c'est un peu embêtant. Ça prend beaucoup en Angleterre, ça a pris en Italie, où le marché du prépayé est extrêmement important. Et donc, oui, il y a une demande qui est extrêmement forte. Un marché de plus de 25 milliards de dollars qui peut être transformé en euros et qui va nécessiter maintenant que les acteurs français aillent très très vite. D'accord. Donc vous, ça roule pour vous? Oui, ça roule. Ah non mais écoutez, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on n'arrête pas de dire que les carnets de commandes sont au plus bas, que les marges sont désastreuses. Acoba est une entreprise en croissance. Exactement. Bon, Henri Pijat, est-ce que vous accordez de l'importance à cette rumeur Die Zeit, Reuters? Il n'y a rien, il n'y aura pas de rapport Merkel pour remplacer le rapport gallois. Bien sûr que non. L'Allemagne ne va pas arriver avec le mode d'emploi du redressement de la France qu'elle viendra déposer sur le bureau de François Hollande. Non, bien sûr que non. Quelle est l'importance que vous accordez à cette histoire? L'importance, ça n'est pas dans la forme. Il est probable en effet quand même, hein. Relation franco-allemande difficile. Oui, ça s'inscrit dans un contexte général qui n'a fait que s'aggraver depuis 6 mois, qui a commencé avant les élections. Et il n'y a pas une bonne entente actuellement entre les dirigeants français et les dirigeants allemands. Il suffit. C'est ce que Marcus Kerber avait appelé la mésentente cordiale à ce même micro. Si on veut. Alors, et ancienne d'ailleurs. Voilà. Alors cette référence est intéressante parce qu'il y a 2 siècles, enfin un siècle, disons que nous sommes en mésentente cordiale profonde avec nos voisins britanniques. Et après tout, on survit. Donc ça n'est pas très grave. Non, ce qui est plus intéressant, c'est le côté à la fois paradoxal et logique de la situation. Qu'est-ce qui est paradoxal? C'est que cela sort au moment où le gouvernement français, manifestement, donne une inflexion à sa politique économique. C'est très clair. On peut jouer sur les mots, dire c'est pas une inflexion, c'est un virage, etc. Il y a un retour, le tournant, une orientation 2012, vers une politique social-démocratique néolibérale, appelons ça comme on voudra. Bon, alors c'est une schröderisation de la France. Voilà. Le paradoxe, il est là. Un petit début. On pourrait dire qu'est-ce qu'on veut en plus? Pourquoi harceler ce malheureux gouvernement qui a tellement de mal à se remettre dans un axe efficace? Là où il y a une logique à la situation, c'est qu'on sent bien, et
c'est très clair quand on regarde la presse allemande ou quand on parle à des confrères allemands, par exemple, journalistes, c'est l'inquiétude forte en Allemagne par rapport à la France. Que la France gagne du temps, c'est-à-dire que depuis 6 mois, le gouvernement a essentiellement fait cela. Alors il l'a fait pour des raisons internes, pour faire évoluer sa majorité, on le sent bien. Mais pour les Allemands, il y a maintenant urgence. Et ce qu'ils voient, ça n'est pas ce qui est positif, c'est-à-dire le tournant que je viens d'évoquer, c'est ce qui est négatif, c'est-à-dire ce qui n'est pas fait. Tout ce qui manque. Alors, les réformes de structure, marché du travail, la durée annuelle du travail, la quantité de travail, comme disait M. Ricol ce matin sur votre enquête. Oui, le taux d'emploi, oui. Et je crois que c'est fondamental. On contourne cette notion. Le problème n'est pas... Je vais l'expliquer brièvement quand même, Henri. Hein. La problématique, c'est le nombre de personnes qui sont au travail pendant toute leur vie. Oui, voilà. On n'a pas forcément un problème de temps de travail, on a un problème de quantité de population active au travail. Voilà, c'est-à-dire sur une vie active, quelle est la quantité de travail fournie par l'allemand c'est ça. type et par le français type. Et là, la différence est considérable. Même si la productivité individuelle et horaire française est bien supérieure. Et puis, il y a un autre problème qui est tout à fait fondamental et que nous contournons, c'est la dépense publique. Nous continuons à dépenser entre 56 et un peu plus % du PIB par la voie de l'État ou des organismes publics, disons organismes publics. Et ça, c'est absolument catastrophique, car si on peut considérer que l'on n'augmente pas, en fait, on ne baisse pas. Non, la dépense publique ne baisse pas. Hein. Voilà. Il y a eu des efforts d'économie, mais elle est sur une tendance positive en 2013, au-dessus de l'inflation. Enfin, hors inflation, on est à plus 0,3%. Alors ça, mécaniquement, c'est quelque chose d'absolument diabolique, puisque ça va exactement contre l'efficacité économique. Olivier Berruyer, est-ce que même question, comment vous vivez cette rumeur? Est-ce que vous la rejetez catégoriquement? L'Allemagne est une maison de retraite, ils n'ont de leçons à donner à personne. Oui et non. Enfin, l'Allemagne a une force qui est son modèle de capitalisme rénant, qui est le modèle de capitalisme qui marche à long terme. Ça, on le sait depuis longtemps. Oui, enfin, si vous faites plus d'enfants, ça oui, non, va on se est gripper, d'accord. Non, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, et déjà, vous avez dit rénan, donc ça y est, c'est rénan, c'est chez eux, c'est nulle part ailleurs. Non, pourquoi pas, ça peut tout à fait être dupliqué, puisque le grand combat... Vous imaginez les mini-jobs en France, la pédagogie pour expliquer ça. Non, le combat depuis 20 ans, c'est le modèle de capitalisme rénan contre le modèle de capitalisme anglo-saxon, qui est financier, qui est court-termiste, alors qu'en face, il y a un modèle de capitalisme qui est industriel et qui est qui marche à long terme. Évidemment, quand on a fait combattre les deux, comme c'était assez prévisible, c'est plutôt le capitalisme anglo-saxon qui a marché, puisqu'il est plus efficace à court terme. Malheureusement, on voit qu'à long terme, il entraîne un peu la faillite des structures financières et des structures économiques. Donc ça, on a beaucoup à apprendre de l'Allemagne sur ce point-là. A contrario, je partage absolument pas la vision idyllique d'un modèle allemand très efficace depuis une dizaine d'années. En particulier, toutes les réformes Schröder sont des réformes que je qualifie souvent de scandaleuses. En tout cas, c'est un modèle de parasitisme. Scandaleuse car antisociale ou scandaleuse car les résultats ne sont pas au rendez-vous? Non, scandaleuse parce qu'en gros, ça revient à baisser le salaire de sa population. Bien évidemment, il y a bien un moment où il faut appauvrir quelqu'un pour en enrichir un autre. Il y a bien un moment où vous appuyez sur une pédale dans un sens pour que... Enfin voilà, ce sont des vases communicants. On est d'accord, Nicolas. Enfin, ça fait plus d'un siècle qu'on sait que c'est la chose à ne pas faire normalement en régime capitaliste. Puisque, évidemment, le salaire des travailleurs, c'est également le pouvoir d'achat des consommateurs. Bien sûr, mais vous ne pouvez pas avoir des salaires qui augmentent éternellement au-dessus de la croissance. Ah non, mais là, et nous, on a en France aujourd'hui des salaires qui augmentent plus que la croissance de manière durable depuis longtemps. Je vous rappelle que les lois Schröder, c'est le premier décile, moins 20% de revenus, le deuxième décile, moins 15% de revenus, le troisième décile, moins 10% de revenus. Et au global, le pouvoir d'achat a très légèrement baissé depuis 12 ans. En 12 ans, le pouvoir d'achat baisse. C'est scandaleux. Alors le problème, c'est que quand vous êtes dans une zone comme on l'est, qui partage la même monnaie, ça marche très bien. Quand il y a un pays qui fait ça, ça marche très bien, comme si en France, l'Alsace baissait son SMIC à 800 €. Ça revient à peu près à ça. Alors, vous avez une partie de la zone qui tout d'un coup baisse le revenu de ses salariés. Donc évidemment, ça booste sa compétitivité. Bien sûr que ça a été très bon pour l'Allemagne. Ça a été bon pour une seule raison. Ça dépend quel modèle vous avez, Olivier Berruyer. Ça dépend si vous avez un modèle tiré par les exportations qui repose essentiellement sur la consommation. Quand on a fait un modèle mercantile tiré par les exportations, on se donne les moyens d'avoir le carburant pour ce modèle. On est bien d'accord que c'est quelque chose qui est totalement contre la coopération en Europe et qui est en train d'affaiblir et de tuer l'euro. Mais je ne dis pas que c'est pour la coopération en Europe. Je vous dis simplement que ce modèle-là... Non mais Nicolas, il faut choisir. Ou on est en guerre économique ou on est en paix économique. Si on est en guerre économique, on peut très bien l'être. Mais il ne faut pas avoir la même monnaie.
réaction de type. D'accord, il est clair que depuis l'euro, les divergences entre la France et l'Allemagne n'ont cessé d'apparaître au grand jour et de s'aggraver encore une fois aujourd'hui. Et simplement, soit on est pour le modèle rhénan et on le prend, soit on est contre. Je ne sais pas trop dans quel camp vous baisser êtes. les salaires n'a jamais fait partie du modèle rhénan, bien au contraire. Ça fait partie des lois. Ça a été une tentative désespérée de s'adapter face au capitalisme anglo-saxon. Les mini-jobs ont privatisé l'État-providence en sortant les gens qui étaient généralement à la charge de l'argent public pour les mettre dans l'emploi avec effectivement des emplois très mal payés. Oui. On a privatisé l'État-providence. Oui, mais ça change quoi au niveau de la compétitivité? Que vous payez des cotisations mutualisées ou que vous vous débrouillez tout seul? On peut parler de l'aspect social, sur l'aspect économique, ça change quoi en macroéconomie? Pas grand-chose. C'est un vrai sujet. Quand on regarde après les chiffres macroéconomiques de l'Allemagne, au-delà de la démographie, c'est quand même un pays aujourd'hui qui est en mesure de dire qu'il a un niveau de chômage record, enfin un niveau de... Mais bien sûr, ils ont exporté leur chômage en même temps que leurs machines-outils. Et nous, on l'accepte gentiment en souriant. On l'accepte, mais j'aimerais savoir ce qu'il faut qu'on fasse, parce que là, on essaye de faire croire qu'il y a un problème de compétitivité entre la France et l'Allemagne. C'est faux, il y a un problème de compétitivité entre les 16 pays de la zone euro et l'Allemagne. Oui. Donc le problème, c'est l'Allemagne. Le problème, c'est que l'Allemagne doit augmenter ses salaires. Il est là le problème. Mais quand elle aura décidé de quitter la zone euro, on va comprendre que c'est notre problème aussi. Oui, effectivement. Mais dans ce cas-là, vous faites une autre monnaie. Mais s'il y avait une autre monnaie, les produits allemands, ils seraient 30% plus chers et ça va vite régler le problème de compétitivité entre la France et l'Allemagne. Non, mais ça se règle comme ça, la monnaie sert à régler ça. Et Madame Merkel aurait très bien pu dire l'Allemagne c'est mon pays, c'est votre problème. On en est un peu là. Thibault Langsade, qui ronge son frein là depuis 5 minutes. Non, mais il y a 2 points. D'abord, le budget de l'État, c'est 300 milliards de recettes, 370 milliards de dépenses. Donc, il n'y a pas de problème structurellement en déficit. Et donc, le premier point, il est légitime qu'on s'inquiète du fait qu'on ne résorbe pas nos déficits. Et moi, je le vois en tant que chef d'entreprise. Je pense que l'État doit réduire effectivement sa dépense. Le second point, c'est que je ne souscris pas tout à fait. C'est que je ne pense pas qu'on puisse dire d'ailleurs que l'Allemagne ait volontairement baissé ses salaires. Ils se sont inscrits dans une dynamique win-win, ou pour faire face à une situation économique extrêmement forte. Oui, mais attendez, ceci a été négocié par les acteurs sociaux, par les corps intermédiaires en Allemagne. Il n'y a pas eu réellement de contestation. Ça a été validé par le patronat, ça a été validé par les syndicats pour mettre en place une stratégie de crise. Et donc, je ne pense pas que ça se soit fait au détriment, puisque ça a été fait au travers d'accords négociés. Donc je pense que... le fait de dire que, in fine, c'est l'Allemagne qui est le mauvais élève, compte tenu du fait qu'elle pratique une concurrence qu'on pourrait juger déloyale au regard de Bercy, de l'Europe, me paraît un peu erroné. Mais en quoi c'est pas le cas ? Et je pense qu'on a plus à s'inspirer de ce modèle-là, avec des réformes, des réformes structurelles en France, pour pouvoir mener à bien ce type de négociation que nous ne réussissions pas à avoir dans nos entreprises. Et on a plutôt intérêt à s'inspirer de cela que de l'inverse. Pour vous, l'avenir, c'est de baisser les salaires ? Mais c'est pas ce que je dis. C'est le modèle allemand, c'est ça qui est. Non, c'est pas ce que je dis justement. Je dis que quand on est dans une situation de crise, celle que l'on traverse aujourd'hui, on doit pouvoir négocier en interne dans les entreprises des accords de compétitivité permettant de traverser des périodes difficiles, quitte à réévaluer les salaires par la suite et à maintenir l'emploi. C'est ce qui a été fait en Allemagne. Et je trouve que là-dessus, ça a été assez remarquable. L'Allemagne a pratiqué le Kurzarbeit, c'est-à-dire le chômage partiel en partie subventionné par l'État. Ça, c'est très bien. Et ça, c'est très bien. Bon. Et Henri Pijat, allez-y. Oui, je crois qu'il ne faut jamais oublier la mise en perspective sur cette situation. L'Allemagne n'a pas décidé, comme ça, par une fantaisie subite, de faire cette politique dite Schröder, Agenda 2010, les lois Hartz. Cette politique est la conséquence des engagements financiers allemands dus à la réunification. Si le problème se pose au début de la décennie 2000, c'est parce que l'Allemagne a dû mettre sur le terrain une quantité invraisemblable d'argent, souvent de façon artificielle, et qu'elle doit absolument rétablir ses équilibres. Et il y a là quelque chose d'un peu curieux, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'est pas question de crise mondiale, il n'est pas question de crise bancaire. Ce qui arrive, c'est que l'Allemagne a fait un effort dans le sens qui vient d'être évoqué, pour des raisons qui lui sont tout à fait propres, mais il se trouve que cela va la favoriser au moment où la crise arrive. Car vous pensez qu'il n'y a pas une sorte de machiavélisme en Allemagne en se disant on va devenir le pays mercantile de l'Europe et on va gonfler nos excédents en creusant les déficits des autres? Ça, c'est peut-être une conséquence. C'est une conséquence, mais ça n'est pas calculé. Non, je crois sincèrement que l'Allemagne, la motivation initiale de l'Allemagne au début des années 2000, c'est de dire comment rétablir une situation qui est profondément déséquilibrée par une décision politique tout à fait compréhensible. C'est
pas tellement la réunification, mais les conditions dans lesquelles la réunification a été faite, un Ostmark pour un Deutschmark. C'est ça, en gros. Bon. Est-ce qu'il représente quelque chose de considérable? Aucun autre pays n'a eu à faire ça en Europe au cours des 25 dernières années. Alors après, il se trouve que l'Allemagne s'est trouvée musclée, que la crise a différé le résultat, parce que là où je suis d'accord avec ce que dit Olivier, c'est que c'est très long, 10 ou 12 ans de réduction de facto du pouvoir d'achat, mais ça n'était pas tout à fait ce qui était prévu. C'est-à-dire, sans la crise, il est probable qu'un certain équilibre se serait rétabli en Allemagne au profit de la consommation intérieure. Donc il y a les deux phénomènes et je crois qu'on ne peut pas les dissocier. Olivier, il y a un moment où il faut quand même, quand on est en situation de déséquilibre structurel profond comme notre pays, il y a un moment où il faut quand même prendre des décisions et faire des choix. Mais je conteste l'aspect des équilibres. Alors des équilibres, oui, enfin des finances publiques, on est d'accord. Mais si on parle du commerce... Non mais des finances publiques, Notre gros problème, c'est aussi une balance des paiements qui est extrêmement... Oui, mais elle est en train de détruire l'euro, c'est le problème principal. Oui. On a un problème avec deux pays, on a un problème avec la Chine, avec l'Allemagne. C'est pratiquement 80% du déficit. Les deux grands pays mercantiles du monde. Oui, la Chine manipule allègrement sa monnaie. Ça, d'accord. On accepte ça tranquillement sans essayer de s'unir en Europe pour expliquer à la Chine qu'elle doit laisser flotter sa monnaie. Même les Américains n'y arrivent pas, alors vous vous rendez compte? Oui, mais jusqu'à quand on accepte de faire tondre? Enfin, la question, elle est là. Il fallait sans doute pas les faire entrer dans l'OMC en 2002 ou pas dans ces conditions. D'accord, là il y a encore un énorme loupé des organisations internationales. Et puis, tant pis, il y aura du chômage encore pendant 20 ans et on verra si un jour la dictature communiste a viré du bon côté ou pas. Enfin, c'est assez désespérant. Et la deuxième, c'est l'Allemagne qui, d'une autre façon, a choisi de mener une politique qui est totalement non coopérative. Aujourd'hui, on est quand même devant la nécessité de définir une politique en France. Est-ce qu'il faut décider de faire rentrer plus d'argent et de faire sortir moins d'argent? Parce que moi, pour faire rentrer plus d'argent et faire sortir moins d'argent, pour faire rentrer de l'argent, je vends quelque chose, et pour en faire sortir moins, je consomme moins. Et il y a un moment, consommer moins, c'est moins de dépenses publiques, et effectivement, d'une manière ou d'une autre, pas en baissant les salaires nominaux, en direct évidemment, mais avec des pressions TVA et CSG, on presse le pouvoir d'achat. Et on est exactement fondamentalement dans la même logique de consommer moins et de vendre plus. C'est-à-dire qu'on fait muter un modèle qui était un modèle de politique de la demande en politique de l'offre. J'ai l'impression que c'est ça en fait l'idée qui est derrière quand on fait un transfert sur la TVA. C'est bon ou pas bon ça? Parce que c'est exactement le même état d'esprit que ce que les Allemands ont fait dans les années 2000, Olivier. Vous croyez pas? Les Allemands se sont appauvris et se sont dit, bon, pour qu'on survive, on va essayer de vendre nos produits à l'extérieur, parce qu'évidemment, si vous vous contentez de baisser les salaires chez vous, vous ne vendez pas à l'extérieur, vous avez une misère généralisée. Maintenant, on est en train de dire, tout le monde veut devenir exportateur net. Ça, on va pouvoir essayer, on va vite voir que ça ne marche pas. Ça, on est bien d'accord, c'était Tim Geithner avait dit, on était allé voir sur la Lune, il n'y a pas de clients. Non mais, quand on y réfléchit 2 secondes, essayer de faire souffrir sa population en disant c'est les voisins qui vont gentiment nous donner leur pouvoir d'achat, enfin il y a une philosophie bisounours là-dedans que je trouve extrêmement intéressante. On va marquer une pause. Thibault Langsat, dans un instant, sur comment il a vécu la semaine dernière, parce que quand même il s'est passé quelque chose, on l'appellera comme on veut. En attendant, notre pays est le seul à s'autoriser à avancer l'âge de la retraite, le seul qui n'impose que 0,4% de TVA, le seul qui aujourd'hui ne réduit pas sa dépense publique, car on l'a rappelé brièvement, mais elle augmente en 2013 par rapport à 2012, même s'il y a 10 milliards d'efforts, le seul qui n'a pas attaqué les vrais dossiers de réforme structurelle, qu'il s'agisse du marché du travail, qu'il s'agisse du périmètre de l'État, qu'il s'agisse des missions régaliennes de l'État, qu'il s'agisse du poids de l'État dans l'économie. Bref, on en parle dans un instant. À tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Olivier Berruyer. Il est actuaire et auteur du blog les-crise.fr. Thibault Langsat, le PDG d'Acoba, le premier opérateur alternatif de cartes prépayées en France, enfin de cartes de paiement d'ailleurs, pas que de cartes prépayées. On a rappelé ce qu'était ce nouveau business, car pour beaucoup de gens c'est encore un nouveau business. Il est également en charge du sujet Small Business Act au sein du BDF. On va justement en parler, puisque ça fait partie des éléments qui étaient dans le rapport Gallois et qui, d'après moi, sont quand même traduits dans les propositions du pacte de compétitivité. Et Henri Pijat, directeur de la laiterie Lissos. J'ai eu beaucoup de mails d'auditeurs. D'abord celui d'Hélène. Quand Nicolas Dose débat dans son propre débat, que c'est bon, dit-elle. Alors je le lis parce que je me fais tellement souvent insulter, on me dit taisez-vous. Voilà. Mauricio, Olivier a 100% raison. Les politiques menées ne font que rafistoler un bateau qui coule, dit Mauricio. D'autre part, travailleurs comme entrepreneurs, nous sommes tous victimes du capitalisme financier et de la corruption du système bancaire. Il va franco.
Jérôme dit non, l'âge de la retraite n'a pas été abaissé, vous le savez parfaitement. On a quand même abaissé l'âge à 60 ans de manière partielle pour une catégorie de la population, Jérôme. Les salariés ont-ils un abattement de 30%, écrit-il? Non, c'est pour les seuls journalistes. Arrêtez un peu avec vos grosses ficelles. Alors nous n'avons pas un abattement de 30% chez les journalistes, ça n'est plus comme ça que ça fonctionne depuis longtemps. C'est une niche fiscale, même si juridiquement elle n'est plus considérée comme une niche fiscale. Il appartiendra au gouvernement de la supprimer s'il le souhaite. André nous écrit: le syndrome du socialisme est justement de dépenser l'argent qu'il n'a pas en pensant que les riches et les classes moyennes sont inépuisables et casaniers. Il y a Philippe: l'Allemagne n'a pas baissé les salaires, Olivier Berruyer, écrit Philippe. Faux, archi faux. Elle a orienté des centaines de milliers de jeunes vers des métiers intermédiaires à salaire moyen mais forte valeur ajoutée. Voilà, ce qui à l'arrivée revient au même, je suis bien d'accord, mais pour donner du travail au plus grand nombre, avouez que c'est plus intelligent que les 35 heures. Non, parce que ça tue l'euro et ça va mettre à bas, à mon avis, une bonne partie de la construction européenne. Enfin, on peut essayer de jouer à la guerre économique. Vous pensez que si l'euro trépasse, ça viendra de l'Europe du Nord? Ah ben oui, mais c'est évident, puisque vous gardez des déséquilibres majeurs des balances de paiement qui, petit à petit, je ne rentre pas dans le détail, mettent à bas... Ça va les amener dans Target, ça encore. Ça va les amener dans Target. Enfin, c'est surtout les banques commerciales. L'eurosystème des banques centrales, Target. C'est surtout les banques commerciales que ça fragilise. David Hollande a été élu parce qu'il a promis la baisse du carburant, 25% de prime de rentrée scolaire et la retraite à 60 ans. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec cette mentalité? C'est désolant. Et puis il y a Alexandre. Tiens, mais c'est vous qui allez répondre, Thibault Langsat. Depuis 92 et le rapport Charpin, on a multiplié les allègements de charges sociales. Le taux moyen effectif d'imposition des sociétés est plus bas en France qu'aux États-Unis ou au Japon. Non, c'est pas vrai. Il dit le taux effectif d'imposition. Parce qu'effectivement, quand vous prenez la recette de l'impôt sur les sociétés, mais que vous retirez les abattements, les allègements, les allègements, les abattements coûtent plus cher que la recette de l'IS. Plus cher. On a quoi, 40-45 milliards de recettes d'impôt sur les sociétés. On dépense plus en abattements et en allègements. Donc c'est peut-être comme ça qu'il l'entend, mais non, en tout cas, facialement, on a un taux d'impôt sur les sociétés qui n'est pas inférieur à celui de ces pays. Le coût d'implantation des entreprises est plus faible en France. Et il écrit encore, la France est la deuxième destination pour les investissements étrangers en Europe, juste derrière la Grande-Bretagne. Le temps de travail moyen en France est de 39,2 heures. Plutôt que de jouer les pleureux, les entrepreneurs devraient peut-être se poser la question de la viabilité de leur production au lieu de pleurer pour des aides d'État. Qu'est-ce que vous lui répondez à cet auditeur, Alexandre? Je le lis parce que beaucoup partagent ce point de vue. D'abord, on ne pleure pas sur des aides d'État. L'aide d'État, elle est nécessaire, elle est importante pour pouvoir... Ce qu'on appelle une aide d'État, ce sont des allègements par exemple sur le SMIC. Oui, mais c'est un peu fort. C'est un peu fort. On ne parle pas de... Il y a eu des prélèvements absolument excessifs, donc c'est juste de rééquilibrer en quelque sorte la balance. Donc je veux savoir d'où on part et d'où on vient. Donc de dire que les entrepreneurs pleurent sur de l'aide d'État, pleurent sur des allègements, il faut voir qu'on a le taux d'imposition qui est quand même un des plus élevés d'Europe. Prélèvement obligatoire. Prélèvement obligatoire. Souvent impôt, on pense impôt sur le revenu. Prélèvement obligatoire, on a des taux les plus élevés d'Europe. Donc il faut juste se mettre dans une position... Idem pour la dépense publique. Idem pour la dépense publique. Comment vous avez vécu la semaine, Thibault Langsat? Vous avez, comme moi, observé tout ce qui s'est passé depuis le 6 mai. Vous avez vu le coût du travail augmenter. Vous vous êtes pris, on s'est tous pris 10 milliards ménages, 10 milliards entreprises d'impôts supplémentaires en 2013. On a vu la matière première de l'investissement et de l'emploi, le capital, surtaxé par l'article 6, qui fait 9 pages quand même. Principe aligné, fiscalité, capital, travail. Il y a 9 pages après de dérogation, de cas particuliers. Et là, tout d'un coup, on est lundi. Comment vous avez vécu la semaine? Rapport Gallois, où effectivement une grande majorité de ces mesures ont été reprises le lendemain par le séminaire gouvernemental, donc on n'a pas perdu de temps. J'ai envie de dire que ça a provoqué c'est fort, ça a provoqué peut-être un choc de confiance que l'on avait totalement perdu auprès des entrepreneurs. Donc là-dessus, il y a une volonté forte de mise en œuvre de mesures en faveur des entreprises et des entrepreneurs. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand on regarde l'intégralité de ces mesures, il y en a beaucoup. Tout ceci va prendre beaucoup de temps. Et donc, la première réaction, c'est de dire il y a des dispositifs qui sont bien, notamment les allègements sont pour les PME, TPE, probablement en 2013 et non pas en 2014 pour les grandes entreprises. Je trouve que le mode opératoire va être un peu compliqué quand même, parce qu'on arrive par une façon un peu détournée. On voit bien que ça a été fait pour éviter le débat du taux horaire donc là-dessus ça a été neutralisé de façon assez habile, et puis très rapidement pour préserver aussi les finances publiques pendant une année, préserver la finance publique aussi pendant 2013, et puis là où il faut rester extrêmement attentif, c'est que toutes ces mesures maintenant elles vont être débattues, discutées au Parlement, au Sénat, dont ils ont perdu leur majorité. Je fais pas confiance, pour être très franc, à nos parlementaires, parce que ils ont une capacité à sophistiquer et à rendre des choses très
très simple, extrêmement compliqué. Et donc tout ceci va prendre du temps. L'opinion sera à un moment ou un autre consultée, ce qui par le débat qui va s'instaurer. Par le débat, mais enfin que par le débat. Si, il y aura un débat qui va s'instaurer. Et donc les mesures dans la grande majorité sont absolument excellentes. Maintenant, il faut aller vite. Ne pas perdre de temps pour qu'il y ait véritablement un choc de productivité que les entreprises attendent. Vous êtes d'accord, Olivier Berruyer, avec la lecture? L'intention est bonne, le virage, le tournant, le changement est réel. Il faut voir maintenant comment ça va prendre corps et quelle sera véritablement l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du dispositif. Moi, personnellement, est-ce que vous avez une petite vision optimiste en ce lundi, exactement une semaine jour pour jour après la remise du rapport Gallois? Non, c'est du flanc, parce que pour moi, on ne s'attaque pas aux racines des problèmes. Enfin, on ne s'attaque pas aux problèmes de compétitivité avec la Chine, on ne s'attaque pas aux problèmes de compétitivité majeurs avec l'Allemagne. On essaie de rafistoler ça avec des mesures qui n'ont montré leur inefficacité dans tous les pays aux alentours. On veut essayer de baisser les charges d'entreprises dont les 3/4 n'exportent pas. On va augmenter un petit peu la TVA tout en laissant des déficits abyssaux, parce qu'il n'y a pas de réforme de structure non plus qui sont extrêmement courageuses. Et à l'évidence, et sans grande surprise, le courage n'est pas la principale caractéristique de ce gouvernement. Vous savez que politiquement, quand vous mettez le mot TVA dans votre discours politique, c'est quand même un siphon à électeurs. Et il faut quand même avoir du courage pour mettre. Mais ne serait-ce que mettre le mot de TVA dans son discours. C'est pas ce qu'il faut faire. Mais sacrifier sa population, j'appelle pas ça courageux, en fait. Excusez-moi, moi j'appelle ça d'une grande lâcheté. Henri Pijat. Oui, je crois, je vais revenir à... Non, mais est-ce que vous êtes choqué? Vous êtes fondamentalement, vous le diriez pas avec des mots aussi durs parce que vous êtes aimable dans votre analyse, mais toujours incisif. Mais est-ce qu'il a raison, Olivier Berruyer? Je ne suis pas aussi radical, aussi catégorique. Parce que vous avez déjà été catégorique et radical sur des trucs autrement plus dérangeants quelquefois pour les oreilles. Je crois vraiment... Bien sûr, on peut dire on le fait trop tard, on ne fait pas assez, et pourquoi faire si compliqué alors qu'on pourrait faire simple? Tout ça est un fait. C'est ce qu'a dit Sapin, faites simple, ne rendez pas le truc absolument illisible. Ça n'est pas ce qu'il fait, enfin ce que fait le gouvernement auquel il appartient. Et il se bat visiblement, Michel Sapin, pour qu'on n'arrive pas effectivement à quelque chose qui serait totalement alors pour impossible. Des raisons essentiellement politiques, car quelle est la situation dans la politique, alors là pour le coup, dans laquelle nous sommes? C'est qu'on est au milieu du virage, vous savez, quand on fait du bateau, à voile j'entends, quand vous virez de bord, tant que vous n'avez pas complètement viré, vous ne savez pas, vous n'êtes jamais certain si ça va vraiment marcher, s'il y a un peu de vent et un peu de mouvement. Et donc, on est au milieu d'une situation avec, pour le gouvernement, une obligation extraordinairement difficile à satisfaire, qui est de faire admettre à sa majorité et plus largement à l'opinion française. On en vient à la conférence de presse de François Hollande. Que l'économie n'est pas le résultat d'un choix politique, c'est la prise en compte d'un certain nombre de faits. Ce ne sont pas les politiques, contrairement à ce que nous croyons en France, gauche et droite réunies, qui déterminent que l'on va faire ceci ou que l'on va faire cela. C'est la prise en compte ou la non prise en compte d'un certain nombre de réalités, de mécanismes qui marchent. Le reste, et là je suis d'accord avec Olivier, c'est du bricolage à la marge. Alors nous sommes là au milieu. Toute la campagne électorale, tout le discours politique français, même avant la campagne électorale, a été construit sur l'idée que on peut arranger les choses, on va faire ceci, on va faire cela. Plus le gouvernement intervient, pardonnez-moi, pour le coup, vous voulez du radicalisme, voilà. Plus le gouvernement intervient, plus les choses deviennent difficiles. Le gouvernement ne devrait intervenir qu'à la marge. Laissons fonctionner les entreprises. Qu'est-ce qui fait la richesse? Ça n'est pas la création de X fonctionnaires en plus. Ça n'est pas la réduction du temps de travail. C'est exactement l'inverse. La richesse est faite par les entreprises. Et l'exercice extraordinairement difficile que doit faire M. Hollande, c'est celui qui a été fait dans les années 82 et 83, au Moyen-Âge, vous vous rappelez, quand le gouvernement socialiste de l'époque a tenté d'expliquer aux Français, ça a été assez difficile, mais finalement il y est parvenu, qu'avant de distribuer, il fallait produire, et que pour produire, il fallait répondre à un certain nombre de conditions. Alors nous en sommes là, et nous n'avons abordé, pour l'instant c'est la partie psychologique, nous n'avons abordé dans les faits que je dirais 15% des phénomènes. Ce qui nous ramène à l'impatience allemande. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Les vrais problèmes sont devant nous. Alors, ceci étant, je crois que M. Hollande et son gouvernement n'ont pas le choix. Car, on l'a dit, y compris autour de cette table depuis plusieurs mois, on arrive au bout.
nous n'atteindrons pas la fin de l'année sans avoir abordé des vraies réformes ou sans les avoir promises de façon crédible. Sinon, ce sont les marchés Quand qui vous parlez de la fin de l'année, c'est que vous vous imaginez qu'un événement de crédit peut se profiler aux alentours du mois et demi ou des 2 mois qui viennent sur notre pays. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je dis que ça n'est pas inconcevable. Ça veut dire que les socialistes avaient pour habitude généralement de réformer avec un peu de pédagogie et une bonne dévaluation monétaire. On a remplacé la dévaluation monétaire par une dévaluation fiscale. Oui, bien sûr. Mais et ça reste un hold-up. Quand on n'a pas d'argent, on le vole, Olivier. Je pense qu'il y a une illusion dont nous devons nous garder, c'est de penser que comme nous empruntons à taux tout à fait favorable actuellement, tout à fait anormal, Henri Pijat. Et anormal, tout à fait. Penser que c'est durable. J'étais ces derniers jours en Italie. J'ai vu pas mal de responsables politiques et économiques. Ils rappellent tous la brutalité avec laquelle la situation s'est retournée il y a un an, n'est-ce pas, un peu plus d'1 an. Monsieur Berlusconi était le magicien, un peu bouffon, certes, mais il réussissait toujours à retomber sur ses pieds. Puis tout d'un coup, en l'espace de 3 semaines, le chat a perdu l'équilibre. Oui. Les choses se sont retournées. Et ça donnait ce que l'on sait, la politique de M. Monti, qui est difficile, qui n'a pas encore eu tous les résultats espérés, etc. Nous en sommes là. Alors, moi, je suis de ceux qui disent... Si M. Hollande et ses collègues au gouvernement prennent la bonne direction, bravo, encourageons-les. Ne faisons pas la fine bouche pour dire ils auraient pu faire plus vite, plus fort, plus simple, etc. C'est un fait que je crois profondément, mais c'est comme ça. Mais ne croyons pas que c'est fini. Nous sommes au début du virage. Qu'est-ce que vous attendez de votre président, Thibault Langsat, demain, qui va quand même s'exprimer longuement? Il va avoir droit à des questions des journalistes en grande quantité. Qu'est-ce que vous attendez? D'abord, juste un point, je vais quand même donner réagissez. Juste un point d'entrepreneur et puis de façon très pragmatique et très opérationnelle, 20 milliards pour les entreprises. C'est pas une paille, c'est pas une paille, c'est tout à fait significatif. On est sur 20 milliards en année pleine, en rythme de croisière, en théorie. Probablement, ce sera un peu plus, parce que c'est difficilement maîtrisable. Donc je pense que ce sera un peu plus. Le second point, si on veut rester extrêmement factuel, 500 millions d'euros pour faciliter la trésorerie des entreprises en ce moment, c'est-à-dire de pérenniser les dispositifs 2008, 2009, 2010 d'OSEO, à mon sens, est extrêmement important. Donc là, je pense que le gouvernement a pris la mesure la revendication de l'ampleur numéro 1 vis-à-vis des PME et des TPE, et ce qui est en train d'être mis en place, c'est pas réellement la marge. Je pense que c'est extrêmement significatif pour l'emploi et puis pour nos PME. Alors, ce que j'attends demain, c'est que justement, il aille un peu plus loin et qu'il consolide. Vous vous rendez compte que déjà là, ça passe pas? Déjà, c'est le cadeau aux entreprises. Ça y est, on a mis le mot cadeau. Attendez, c'est déjà la sémantique. Mais c'est ça le débat. Oui, mais Thibault, le débat va se focaliser sur le mot cadeau. Il y a eu les cadeaux aux riches, maintenant il y a les cadeaux aux entreprises. Je pense que ce qui est courageux dans ce gouvernement, c'est justement de commencer à parler de productivité et de compétitivité. Et contrairement à ce que l'on disait tout à l'heure, on n'est pas sur le pouvoir d'achat. On ne parle pas encore de productivité. Hein. Non, mais ça y vient progressivement. C'est la clé, mais on y est. Il y a des indicateurs. Et on revient au taux d'emploi tout à l'heure. De parler de la relance de notre économie par la relance de l'activité de nos entreprises est un élément extrêmement important. Moi, je me souviendrai, j'étais tout petit, j'étais sur les bancs de l'école, sur les crises de 84-85, on a voulu relancer la compétitivité des entreprises en donnant du pouvoir d'achat, on a acheté des magnétoscopes japonais. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait ce même exercice, on se rua sur des produits qui ne sont pas forcément français. On en revient exactement à ce qu'on disait en début d'émission, Olivier Berruyer. Est-ce que la relance passe par le pouvoir d'achat ou la relance passe par l'offre? La relance passe forcément par un mix des deux. De toute façon, après, je sais pas ce qu'on entend par relance. On est toujours dans la croissance, l'espoir de ne pas être éternellement à un niveau zéro ou alors abonné à une croissance potentielle de 0,8-1% comme c'est le cas depuis 10 ans. Ça fait 5 décennies que la croissance baisse. Il va peut-être falloir s'y faire un jour ou l'autre. Avoir les incantations qui essayent de faire croire qu'on aura beaucoup de croissance l'année prochaine est une des raisons majeures de la panade dans laquelle on est, puisque ça n'arrive jamais. Donc au lieu de réfléchir à comment on adapte l'économie à un régime de croissance faible, on continue à faire comme si l'année prochaine il y aura la croissance élevée, elle n'arrive jamais, donc il y a des déficits et donc effectivement... Et vous savez très bien, Olivier, qu'on ne pourra pas réformer le pays sans que forcément il y ait des gens qui en souffrent, il y a forcément des gens qui doivent payer. Oui, tout à fait. Après, le grand débat, c'est lesquels. Le grand débat, c'est lesquels. On a fait payer les contribuables, oui. On n'a pas encore fait payer les fonctionnaires. On a gelé pour l'instant les pensions, le salaire des fonctionnaires. Oui, mais le glissement vieillesse technicité, qui est un énorme point central de la rémunération des fonctionnaires, continue lui à être acquitté régulièrement. Il dépend de l'âge, il dépend de la formation qu'on a pu suivre, de la nouvelle fonction qu'on va pouvoir occuper. Non, mais on n'a pas encore fait payer les retraités. Ne rêvez pas, Nicolas, c'est les rentiers qui paieront. En tout cas, c'est les propriétaires de patrimoine financier qui est mis en grand danger par les pyramides de Ponzi de dette publique. Il est là
Ils sont là, les gens. Discrètement, Louis Gallois explique qu'il va falloir effectivement s'attaquer un jour au phénomène des rentes, et il parle de l'immobilier. Est-ce que c'est avec l'immobilier qu'on va réussir à créer quelque chose? Ne vous inquiétez pas, ça va être brutal et rapide. Ça, ce sera. Pourquoi rapide? Vous avez un calendrier, vous, en tête aussi? Non, j'ai pas de calendrier, même si c'est la période, mais en tout cas, ça s'approche. Il y a Frédéric qui nous dit: Olivier a raison, on ne s'attaque pas aux racines du mal. De plus, aucune réforme au niveau des banques n'a eu lieu. Autrement dit, elles peuvent toujours jouer au casino avec les peuples pour combler les pertes. Est-ce que c'est pas un peu démago avec les peuples pour combler les pertes? Peut-être, en tout cas, la question est extrêmement intéressante. Tiens, ça tombe bien puisqu'on en parle. Vendredi, Pierre Moscovici a annoncé que, en gros, la réforme des banques, comme on pouvait largement s'y attendre, allait être cosmétique. Et ils sont très ennuyés avec cette histoire. Très ennuyés, parce qu'ils veulent préserver le modèle de banque universelle et en même temps ils veulent le casser en deux, donc c'est pas possible. Mais, il y a 85% des Français qui pensent que c'est un mauvais modèle, les 2/3 des financiers pensent que c'est un très mauvais modèle, et vous avez maintenant, même aux États-Unis, des déclarations de l'ancien président de Citigroup, de Merrill Lynch, en tout cas vous avez des dizaines et des dizaines de déclarations qui expliquent que ces banques universelles représentent un grand danger, sont totalement inefficaces, n'arrivent pas à être pilotées et mettent en danger notre argent à tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre Moscovici a fait une déclaration en expliquant qu'il était très heureux d'aller faire une réforme consensuelle avec les banques. Il n'y a eu aucune commission indépendante qui a débattu de ce sujet. Et un projet de loi sera présenté dans un mois où on va aussi nous faire croire qu'on a séparé, qu'on a un peu protégé les... On sera là, Olivier, pour le lire de près et ne pas se faire enfumer effectivement par les évidences et aller voir véritablement dans les détails où il y a les diables. C'est triste de voir que même là-dessus, qui est quand même une mesure populaire, qui correspond aux attentes de l'électorat du gouvernement. Populaire, Olivier, à l'arrivée, personne n'y comprendra rien à ce texte. Ça a l'air populaire, ça a l'air évident. Oh, les méchants banquiers, on va les couper en deux, tout ira mieux. Oui. Mais ça, c'est une évidence qui ne tient pas une seconde le débat et une seconde l'analyse. Pourquoi ça ne tient pas une seconde? Vous plaisantez ou quoi? Enfin, on est en train de mettre la garantie publique des dépôts, de l'étendre à des activités spéculatives. Enfin, c'est quand même assez fort de café, ce truc-là. Enfin, il ne devrait même pas y avoir débat. C'est une évidence qu'il faut séparer ces activités-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a en France un équivalent de Goldman Sachs qui s'appelle BNP Paribas et qui place ses pions dans la plupart des commissions. Prenez la commission qui a débattu du sujet, vous avez l'ancien conseiller de Michel Pebro et vous avez un administrateur de BNP Paribas sur les 5 personnes. Évidemment, la conclusion, c'est que faut pas toucher au modèle de banque universelle. Pourquoi il n'y a jamais Jean-Pierre Levade qui est interrogé? Pourquoi il n'y a jamais Daniel Deguin qui est interrogé? Vous avez plein de grands patrons d'anciennes banques, d'anciens PDG qui expliquent que c'est n'importe quoi. Ils seront là et ils viendront en parler, ne vous inquiétez pas, on les recevra. Bon, on va pas ouvrir le débat sur la séparation des métiers de la banque maintenant, parce que d'abord, il va avoir lieu et je pense qu'on sera en pointe sur un sujet comme celui-là, parce que ça reste un sujet complexe, même s'il peut être vendu par une fable de storytelling de manière très simple aux gens, ça reste quand même un sujet compliqué, Olivier Berruyer, et la position d'une banque dans l'irrigation d'une économie est quelque chose qui n'est pas totalement mais raison qu'elle ne fasse que ça, parce que quand la banque a le choix entre irriguer l'économie et aller spéculer sur le cours du pétrole, elle préfère aller spéculer sur le cours du pétrole, ça rapporte 3 fois plus. Globalement, on va essayer d'apporter un peu de Volcker en France. C'est comme ça que ça va se terminer, avec l'interdiction du trading pour son propre compte. Et on voit que ça ne marche pas, c'est simplement le problème. C'est ça qu'on va essayer de relever la tête. Et regardez, la semaine dernière, Dexia, encore 5 milliards. 5 milliards. C'est un truc de dingue, évidemment. Et il reste encore 80 milliards de garantie et ça fait... Jusqu'en 2099. Ça fait une brève de 3 minutes. Non, pas ici. Je peux vous assurer qu'on en a parlé. Enfin, regardez globalement le temps médiatique qui a été accordé à ça par rapport à ce qui a été accordé au Crédit Lyonnais. Moi, ça me fascine. Le Crédit Lyonnais, qu'est-ce qu'on en a entendu parler de l'échec de cette banque? Là, vous avez des banques... Parce que c'était une banque que les gens connaissaient. C'était une banque de dépôt. Dexia, c'est une banque confidentielle qui n'a pas de dépôt et qui est une banque qui fonctionne par financement sur les marchés pour s'adresser exclusivement à un client unique qui sont les collectivités locales. Quand vous n'avez pas les éléments de storytelling pour faire la fable avec le bon et le méchant, elle n'a pas lieu, la fable. Vous savez bien comment ça marche. Crédit Agricole, 1 milliard de plus de pertes qu'attendu, 3 milliards au total. 1 milliard, ça vient de nos jours. Enfin, c'est quand même juste énorme. Évidemment, personne n'est poursuivi pour ces choses-là. Enfin, elle est belle la phrase, Henri, les milliards, ça vient. Je dois reconnaître que de ce côté-là, je vous suis pas mal, parce qu'on a pris l'habitude de mettre 2 zéros généralement après, et ça ne choque plus. Dernier point, parce qu'on dit souvent que les banques n'ont rien coûté aux contribuables qu'elles ont remboursés. En ce moment, les banques françaises doivent 200 milliards d'euros à la Banque de France, qui les alimente en liquidité pour qu'elles ne s'écroulent pas. Il y a 200 milliards, et évidemment, on ne sait pas quelle banque a emprunté combien sur les 200 milliards. Donc je vous laisse imaginer combien nos 4 grandes banques universelles ont emprunté sur les 200 milliards, et quel est le risque qui est pris par la Banque de France, qui n'a quand même que 6 milliards de capital. 1 minute 30. Y a-t-il un problème? Anne Lauvergeon, mesdames et messieurs. Anne Lauvergeon fait partie des 5 sages nommés dans le comité de pilotage du débat national sur la transition énergétique. Son nom, sa figure, son personnage ne passe pas. Henri Pijat, qu'est-ce qui se passe? Les Verts, la fondation Nicolas Hulot sont vent debout à l'idée qu'il puisse y avoir la personnalité de Madame Lauvergeon dans un comité chargé de réfléchir sur la transition énergétique de la France. Je crois surtout qu'il y a un problème écologique.
qui est symbolisée ou illustrée par le nom de Anne Lauvergeon, parce qu'elle a une forte personnalité, parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Parce qu'elle est considérée comme pro-nucléaire, il faut dire les choses. Oui, parce qu'elle a montré dans le passé un courage suffisant pour ne pas obéir au doigt et à l'œil aux autorités politiques diverses, là où elle pensait qu'elle n'avait pas à obéir. Le vrai problème, il n'est pas Anne Lauvergeon, il est écolo. Et là, le problème, c'est pas Anne Lauvergeon, c'est les Verts. Oui, mais bien sûr. Mais quelle est la doctrine verte? C'est, alors là, pour le coup, on va au-delà de ce qu'on vient de raconter, c'est d'arrêter toute production, de réduire, de rouler à bicyclette. C'est pas de la décroissance, ça. En patin à roulette. Vous caricaturez un peu quand même, Henri Pija. C'est là qu'est le problème. Et il y a une contradiction profonde dans cette majorité, ou dans cette pseudo-majorité, parce que les Verts sont artificiellement dans la majorité. On en a suffisamment parlé. Tant qu'on n'aura pas réglé ça... Un mot, Thibault, là-dessus, sur cette espèce. Alors là, on retrouve dans du politicien à la française. Oui, d'abord, la chasse aux sorcières, c'est jamais très bon. Je vois pas pourquoi on s'acharne sur cette personnalité qui, à la fois, a démontré son professionnalisme et son expertise, notamment sur le nucléaire. Je pense que c'est une personnalité tout à fait remarquable qui doit pouvoir jouer un rôle aujourd'hui dans notre économie. Elle aurait pu le jouer pour la BPI, ça ne s'est pas fait. Je trouve ça dommage de l'écarter. Après, effectivement, je rejoins cette analyse de parler de l'imposture écologique qui est en train de polluer le débat et nous fait prendre des risques absolument incroyables pour notre avenir. C'était Henri Pija, avec nous aujourd'hui Thibault Langsade et Olivier Berruyer. Il viendra dans ce débat 9-10 Jean-Pierre Leval. Je vais lui lancer une invitation quand l'actualité de ces bancaires sera évidemment au mieux de sa forme. On se retrouve demain.